C'était le 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl. Le monde choqué, hagard, assisté à ce terrible accident nucléaire. 30 ans après, que reste-t-il de ce traumatisme? S'est-on posé les bonnes questions, surtout après Fukushima? N'a-t-on pas la mémoire un peu courte du côté des dirigeants politiques? Toutes ces questions, on se les pose en lisant votre livre, Galia Ackerman. Merci d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes journaliste, historienne, écrivaine, et vous venez de publier Traverser Tchernobyl aux éditions Premier Parallèle. Un témoignage précis, précieux aussi, personnel sur Tchernobyl, car Tchernobyl, c'est une histoire qui vous fascine. Vous dites dans votre livre que vous y êtes attiré comme un aimant. Pourquoi ? Vous savez, les choses peuvent sembler d'être faites par hasard, mais je ne crois pas qu'il y a vraiment un hasard qui guide notre vie. C'est vrai que j'ai commencé à m'occuper de Tchernobyl peut-être par hasard parce que j'ai traduit le livre de Svetlana Alexievitch, La supplication, et donc ce livre m'a très fortement, Tchernobyl, justement, absolument impressionné et qui m'a permis aussi au cours de la promotion à laquelle j'ai assisté, Svetlana Alexievitch, de rencontrer plusieurs personnes qui s'occupent de ce sujet. Donc, je suis rentrée en quelque sorte dans ce monde de Tchernobyl et j'ai été très vite, en effet, indignée par ce qui se passe dans les territoires contaminés. Il faut quand même pas oublier qu'il y a à peu près aujourd'hui encore 8 millions de personnes qui vivent dans ces territoires contaminés. Il y a à peu près 2 millions d'enfants. Parmi eux, il n'y a pas de contrôle adéquat de contamination. Ces gens oui, on ne connaît pas les taux de contamination aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui est fait pour les mesurer. Surtout, vous savez, ce sont des populations pour la plupart pauvres. Il y a beaucoup de populations rurales. Pour se nourrir, ils mangent par exemple des champignons qui sont considérés comme les protéines des pauvres. Et donc, on voit très bien aussi la corrélation. J'ai pu assister avec des scientifiques biélorusses, par exemple, à des mesures qu'on fait aux enfants pour voir le taux de contamination. Et c'est très directement en proportion avec la pauvreté de la famille. Plus la famille est pauvre, plus elle se nourrit des baies, des champignons, parfois aussi du braconnage, parce qu'il est interdit officiellement de chasser. Et donc, plus les enfants et les adultes sont contaminés. Et pour revenir à votre question, c'est comme ça, après ces premiers voyages, que je suis devenue très intéressée parce qu'il y avait quelque chose qui m'indignait profondément, mais aussi fascinée. C'est quand même un univers très spécial, surtout les zones interdites à l'habitation, où il n'y a que des gens qui travaillent et des gens qui sont revenus de façon illégale. Donc, c'est une existence très spéciale. Et ensuite, j'ai été commissaire d'une grande exposition. On va y revenir, Galia Ackerman. Voilà, et c'est comme ça que de fil en aiguille, voilà. Galia Ackerman, vous l'avez évoqué, justement, la nature a repris ses droits à Tchernobyl, les animaux, mais aussi les fruits et légumes qui y poussent et dont se nourrissent ces habitants, les Samotzioli, comme on les appelle. On va voir avec Grégory Fontana, justement, que ces gens mangent, comme vous l'avez dit, ces produits contaminés. Regardez. Ici, tout ce qui pousse est radioactif. Tout ce que l'on cueille, chasse ou pêche se retrouve sur les marchés de la région. Les aliments sont parmi les plus contaminés. La population est toujours en contact avec les radiations, notamment à travers la nourriture. Nous avons prélevé des échantillons de lait, de champignons, de baies que les gens mangent et nous avons découvert que dans la majorité des cas en Ukraine, les taux de césium et de strontium sont anormalement élevés. Pire, dans certaines zones, les taux de radioactivité auraient même augmenté. Et le rapport de Greenpeace souligne que tous les objets de la vie courante sont radioactifs, jusqu'au bois utilisé pour la construction des maisons ou bien le chauffage. Une situation qui va encore durer des décennies. 30 ans après la catastrophe, des milliers d'enfants boivent encore du lait contaminé. Aujourd'hui, dans ces régions où les gens vivent, le taux de maladie est important. Pour les enfants, il est 2 fois plus élevé que dans une zone considérée comme saine. Nous avons également beaucoup plus de cas de cancer. Que ce soit en Russie ou en Ukraine, en pleine crise économique, les habitants ne peuvent pas refuser ces produits locaux. Quant aux autorités, elles ne sont plus en mesure de fournir des aides financières suffisantes et ont dû renoncer à poursuivre toute forme de tests et de mesures dans les zones contaminées.
Alors Galia Ackerman, ce qui est surprenant aussi et que vous décrivez dans votre livre, c'est que ces habitants savent qu'ils mangent des produits contaminés, qu'ils vivent dans une zone radioactive et pourtant qu'ils veulent y rester. Je pense au témoignage de ce couple, notamment Nicolas et Valéria. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement attachés à leur terre natale qu'ils ne se voient pas ailleurs. C'est surtout vrai pour des personnes âgées, même pas pour le couple que j'ai mentionné, qui sont quand même des gens relativement cultivés et qui vivent à Tchernobyl même, dans la ville. Donc la ville a été davantage nettoyée, c'est peut-être un peu moins contaminé que dans la campagne, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui vivent à la campagne, qui sont revenus de leur plein gré 1 an ou 2 ans après l'évacuation, tout simplement parce que pour un paysan qui a très peu d'éducation, qui a fait peut-être 1 an ou 2 ans d'études, qui n'avait jamais dans le passé quitté son propre village, cette évacuation, ce relogement, c'est pratiquement la mort. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent supporter et paraît-il qu'il y a pas mal de gens relogés qui ne sont pas revenus et qui sont morts de stress. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est pire en fait. Ce qui est passionnant aussi dans votre livre et qui a également valeur documentaire, c'est votre visite de Pripyat, la ville modèle soviétique qui se situe à 3 km de Tchernobyl. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme que vous décrivez comme le Pompéi soviétique. Il y a beaucoup de touristes qui viennent d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup de touristes et moi-même j'y suis allée plusieurs fois, mais le voyage que je décris dans le livre, c'est un voyage avec un groupe de jeunes touristes venus donc dans cette ville qui est peut-être l'un des endroits les plus dangereux de la zone parce qu'il a été contaminé au plutonium. La ville se trouve à 2 km de la centrale sinistrée. Et bien sûr, pour moi, en tant qu'ex-soviétique, c'est assez extraordinaire de voir une ville soviétique nouvelle, c'est-à-dire elle a été seulement construite dans les années 70 et qui est restée intacte comme Pompéi. Et donc, vous pouvez voir quelque chose que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs. Avec le même modèle d'école qu'on retrouvait partout en URSS à l'époque. Absolument, absolument. Mais vous voyez encore même tous les slogans, toute l'intérieur, par exemple, du palais de culture. Enfin, vous voyez la vie soviétique intacte, sauf qu'il n'y a plus d'habitants. Alors, vous revenez aussi sur ces liquidateurs qui ont géré la catastrophe dès le début, au péril de leur vie, et qui se sont exposés fortement aux radiations. Sans eux, la catastrophe aurait été bien pire. C'est quelque chose d'absolument immense parce que le pouvoir soviétique, le régime soviétique ne voulait pas reconnaître qu'il était possible d'être vaincu, comme il le disait, par l'atome et il voulait à tout prix faire remarcher la centrale sinistrée. Une espèce de dernier sursaut d'orgueil, en quelque sorte. Oui, à l'exception du réacteur sinistré, donc il fallait recouvrir ce réacteur complètement détruit. Avec ce fameux sarcophage, justement. D'un sarcophage. Très mauvais état aujourd'hui. Et faire des travaux gigantesques pour faire marcher le reste de la centrale. Et donc, ça, plus bien sûr la décontamination dans la mesure du possible d'une très grande région, tout cela a nécessité la présence d'1 million de liquidateurs sur 5 ans. Et ceux qui ont travaillé dans les endroits dangereux, surtout la première année, disons 86 et grande partie de 87, ont été fortement exposés. Malheureusement, on ne sait pas, vous savez, c'est toujours très délicat de dire qui de ces liquidateurs, il y a à peu près 100 000 qui sont déjà morts, qui est mort exactement de la radiation et qui sont morts d'autres pathologies, mais certainement c'est une surmortalité importante. Alors, vous dites que cette catastrophe doit amener à penser la place de l'espèce humaine dans l'univers, mais est-ce qu'on n'a pas un peu oublié Tchernobyl aujourd'hui Vous trouvez vraiment que c'est ce qui se passe après Fukushima? Est-ce qu'on pense vraiment au rôle de l'homme dans l'univers? Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience assez importante, mais elle ne se répercute pas assez au niveau de nos dirigeants, parce que nos dirigeants vivent dans les échéances électorales, donc échéances très courtes, alors que tout traitement
de ce qui est lié à l'énergie nucléaire et surtout aux conséquences de catastrophes liées à l'énergie nucléaire nécessite des plans à très long terme. Vous savez, aujourd'hui, on construit le sarcophage, le nouveau sarcophage, qui fait polémique, justement. Qui fait polémique, mais on le construit, il va durer que 100 ans. C'est-à-dire les déchets nucléaires, ce qui est resté encore dans le réacteur détruit et ce qui a été enfoui pendant les travaux de liquidation, pour stocker tout ça durablement, il faut forer jusqu'à 1 kilomètre de profondeur. Donc ça coûte très très cher. On n'a pas toujours la technologie nécessaire et je pense que ça doit servir aussi d'avertissement pour toutes nos centrales actuelles. Et notamment en France. Notamment en France. Merci Galia Ackerman. On a entendu justement cet avertissement. Votre livre Traversée Tchernobyl est publié aux éditions Premier Parallèle. Merci d'avoir été avec nous.